à tous, bienvenue sur le Mac de l'éducateur. Aujourd'hui, on est avec Mehdi Dahak, le fondateur du média DZ Foot. On va parler de formation en Algérie et de foot amateur dans ce pays. Donc déjà, bonjour Mehdi, comment ça va? Bonjour Yanis, c'est un plaisir de faire cette interview avec toi. Donc tu as créé le média DZ Foot en 1999. Ouais, ça ne me Euh, rajeunit pas. c'est vrai, ça fait déjà 26 ans. Donc Ouais. comment t'es venue l'idée de créer ce média? Alors déjà, j'avais déjà un média à l'époque qui parlait du club de foot de Montpellier. D'accord. J'étais adolescent, j'avais 16 17 ans. Et il y a eu un match amical entre l'Algérie et Montpellier à Montpellier. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me réintéresser au football algérien parce que j'avais une petite coupure à l'époque. Et ensuite, quand j'ai eu mon bac, j'étais à New York et beaucoup de gens me disaient qu'ils n'avaient aucune information sur le football algérien. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer un site qui parle du football algérien. Voilà. Ensuite, ça s'est beaucoup développé. D'accord, très bien. Donc là, tu résides en Algérie. Oui. Donc depuis que tu t'es installé là-bas et que tu observes sur place, comment tu juges l'évolution du football en jeune et du football amateur? Alors, le football en général, même le professionnel, a beaucoup évolué. Donc, forcément, l'amateur a quelque peu suivi, même si il y a eu beaucoup de changements, même institutionnels, hein, parce qu'à un moment, il y avait même la deuxième division était professionnelle. Quand le professionnalisme a été lancé officiellement en 2010, il y avait deux divisions professionnelles, mais depuis, je crois, peut-être 4 ou 5 ans, la D2 est redevenue amateur. Donc, encore une fois, quand on parle d'amateur, c'est comme la Nationale 2 en France, hein, amateur, mais ils touchent des salaires. Les joueurs Bien sûr. travaillent à côté, travaillent pas, la plupart des joueurs ne travaillent pas à côté. Enfin, en Algérie, c'est quasiment tous les joueurs ne travaillent pas à côté de nos football amateur, quasiment jusqu'en quatrième division, voire cinquième division. Ok. Donc, voilà, c'est un football amateur qui est, voilà, où les gens touchent des salaires, même en quatrième division. Cinquième division, voilà. Quatrième, cinquième division, on va dire, c'est des salaires un peu comme National 2. C'est en gros, ça ressemble plus ou moins au salaire moyen d'un travailleur normal. Donc, ce sont les premières et deuxième divisions qui sont vraiment, où il y a vraiment des salaires très élevés. Ensuite, on tombe sur des salaires, on va dire, ça correspond au football amateur comme en France à peu près. D'accord, très bien. Ok. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, maintenant on va passer sur la partie jeune, est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer le mode de fonctionnement des championnats de jeunes en Algérie, donc de l'école de foot jusqu'au espoir? Alors, pendant très longtemps, les catégories, ça commençait vraiment à partir de 12 ans, 13 ans, c'était genre minime, tu vois. Maintenant, tu as de plus en plus de clubs où ça commence un peu, en dessous, ça commence un peu à 10 ans, parfois 9 ans. Mais la plupart du temps, les écoles de foot et les clubs de foot, on va dire, qui ont des catégories jusqu'en senior, c'est très différent. Il y a beaucoup de clubs qui font que des jeunes, que des gamins. Il y a surtout un développement très important ce qu'on appelle les académies, entre guillemets. Et beaucoup d'académies avec des noms ronflants de clubs européens, genre AC Milan, Espagnol Barcelone, Villarreal, avec des licences, même Real Madrid, avec des licences plus ou moins liées vraiment au club. C'est-à-dire parfois il y a des clubs vraiment qui ont un vrai suivi des licences qu'ils font dans les pays, on va dire en Afrique notamment, et d'autres qui distribuent voilà, leur licence de nom. À la Real Madrid, il doit y avoir des milliers de Real Madrid qui n'ont pas vraiment de relation. Autant Espagnol Barcelone, par exemple, il y avait vraiment un lien entre le club et l'académie, parce que justement j'ai un cousin qui est passé par là. Ils ont été faire des stages là-bas. Ils ont été même les meilleurs ont été suivis par le club voilà. Mais globalement, pour revenir plutôt voilà, à ce type d'académie, il y en a aussi qui n'ont pas de lien avec des clubs européens. Des académies sont montées par des anciens joueurs ou des éducateurs. Beaucoup ont effleuré un peu le filon parce que, il y a une grosse demande, même chez les parents. Donc beaucoup ont vu qu'il y avait un truc à faire avec ça. Ça coûte pas très cher à organiser et ça peut rapporter de l'argent si tu as 500, 600, 700 licenciés. Donc c'est très disparate. Et la fédération a commencé à faire un travail il y a peut-être 4 5 ans. La DTN a commencé à faire un travail de détection de ces écoles de foot. Mais globalement, c'est pas très organisé au niveau, voilà, en dessous des 15 ans, en dessous des Ok. U15, c'est très très peu organisé au niveau compétitif. D'accord, donc c'est en fait les clubs s'organisent plutôt entre eux pour créer des tournois ou des choses comme ça. C'est pas régi Voilà.
par la Mais même, fédération, par les même régionaux. quand on sort en dessous des U15, Hmm. euh, c'est vraiment c'est pas vraiment les clubs, c'est plus comme je te dis, des académies ou parfois des petits clubs de quartier, parfois informels. Donc voilà, la vraie formation, on va dire, ou on va dire la vraie compétition en club, ça commence à l'âge de la formation. Alors qu'en France, par exemple, ça commence en pupille et tout, même, voilà, même plus jeune. On commence à introduire les gamins, à faire des petits tournois ensemble, sans compétition, mais on rentre un peu là-dedans. Euh, En Algérie, c'est pas encore bien structuré de ce côté-là. Ok. Et donc, à partir des U14, U15, comment ça se structure au niveau de Alors l'organisation? maintenant, et c'est encore même ça, c'est récent, il y a des championnats U15 un peu partout. Alors qu'avant, ça commençait vraiment à U17. Maintenant, il y a des championnats U15. Donc, il y a deux types de championnats. Il y a des championnats, ce qu'on appelle normaux, locaux, en gros, qui sont organisés par les ligues de wilaya. C'est un peu comme les ligues les départements en France. Et puis, il y a une catégorie élite qui est censée ressembler plus ou moins à ce qu'on appelle en France les U17 Nat, U19 Nat. Mais si pendant longtemps c'était géré par une ligue, on appelle ça une ligue interrégion, ça gérait la troisième division en Algérie. Mais c'est pas vraiment des championnats nationaux parce que c'est des groupes régionaux et avec un plateau à la fin. Mais au moins c'était géré par une ligue, on va dire, assez élevée. Malheureusement, c'est retombé à l'eau maintenant. Même les championnats élites U19, U17 et même U15, ils sont gérés par les ligues régionales de foot. Et donc, c'est disparate. Ça dépend de la ligue, chaque ligue, comment elle fonctionne, avec les moyens qu'elle a. Et donc, on est quand même encore un peu loin, même dans les championnats de jeunes élites, à trouver, à avoir quelque chose de très bien organisé. Et puis, un autre problème, surtout pour les jeunes, c'est la disponibilité des stades. Comme il n'y a pas beaucoup de stades homologués, de terrains homologués, la plupart des jeunes, ils jouent très tôt le matin. C'est des matchs à 8h, 9h, maximum 10h du matin. Donc, c'est pas top non plus en termes de compétitivité. D'accord, très bien. Et est-ce que les équipes de jeunes des clubs amateurs et des clubs professionnels s'affrontent dans les championnats de jeunes ou pas du tout? Oui, oui, sauf que on n'est pas vraiment dans une optique de joueurs qui sont dans une optique pro et d'autres dans une optique amateur parce que il n'y a pas mis à part un club, il n'y a pas d'académie. Donc quand tu me dis, par exemple, toi, l'AS Monaco qui va jouer contre le club de Menton, tu as les joueurs qui sont à Monaco, qui ont été choisis, qui rentrent dans un centre de formation ou pré-formation, contre des jeunes qui jouent dans leur village ou dans leur ville. Nous, même si c'est l'USMA, même si c'est Mouloudia, ils ont le même type de nombre d'heures de travail, c'est la même chose. C'est qu'ils font un ou deux entraînements maximum par semaine et ils jouent le week-end l'un contre l'autre. Donc on n'est pas vraiment là-dedans, sauf pour un seul club, qui est le Paradou. Le Paradou, le Paradou Athletic Club, qui est un club d'Alger, qui a une académie depuis 2007 dont on connaît tous les joueurs qui sont sortis de là, hein, les Boudaoui, les Bensebaini, etc. Et donc, mis à part ce club-là qui a vraiment un fonctionnement, on va dire, de club formateur avec des joueurs qui jouent qui s'entraînent 7 fois par semaine, 6 fois par semaine, plus les matchs du week-end, les autres clubs, non. Même Mouloudia, USMA, CRB, etc. D'accord, très bien. Et comment est-ce que tu juges le niveau de jeu des championnats de jeunes, sur ce que tu as pu observer? Et c'est quoi les particularités que tu as pu noter au niveau du jeu? Au niveau du jeu, c'est très technique. Voilà, forcément, c'est très technique. Après, tactiquement, c'est compliqué. Tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont été. Encore que là, j'ai vu récemment un match de Paradou contre l'USM Al-Harrach à Alger. Et il y a pas mal de joueurs de l'USM Al-Harrach qui ont été ramenés depuis les académies dont je te parlais au début. C'est les académies Milan AC, etc. Des joueurs qui sont passés par une petite formation, on va dire, un petit peu de formation, alors qu'avant, c'était plutôt des joueurs qui arrivaient à 16, 17 ans. Ils ont joué au maximum un an dans leur quartier ou dans un petit club avant de venir. Euh, mais voilà, le niveau, techniquement, c'est pas mauvais, mais ça manque de travail, ça manque d'encadrement surtout. Ça manque beaucoup d'encadrement. Le vrai problème, ce sont les formateurs. Un manque criant de formateurs. Parce que ceux qui s'occupent des jeunes, bon, ils ont du mérite parce que beaucoup sont presque bénévoles, mais ils sont pas formés pour apprendre le football de base.
aux jeunes. D'accord, très bien. Et souvent, bon, tu en as parlé un petit peu juste avant, dans les grandes villes, les clubs amateurs font face à des gros problèmes par rapport aux infrastructures. Toi, personnellement, quelle solution tu penses être pertinente pour lutter contre ça? C'est compliqué. À Alger, c'est vrai qu'il y a un problème parce qu'il y a beaucoup de clubs, mais il y a de plus en plus de terrains de football qui ont été créés, de foot à 11, hein, je parle de foot à 11, qui ont été Hmm, créés un peu partout, notamment à Al-Harrach, le long de la rivière, le long du fleuve. Il y ouais, a plein de petits stades comme ça, mais qui ne sont pas exploités suffisamment exploités. Je pense que ça pourrait être des endroits où les jeunes pourraient être réservés au football de jeunes, par exemple, où il pourrait y avoir tous les matchs du week-end des U15, U17, ils pourraient être joués là-bas à midi, 13h, 14h. Donc ça, c'est un problème aussi d'organisation, d'habitude. Ensuite, il n'y a pas, y a pas de miracle. On va dire une commune comme Kouba, qui est 150 000 habitants, il y a un seul stade, un seul terrain à foot à 11 homologué. Là, il n'y a pas de, y a pas de miracle à espérer. C'est pour ça que le stade de Kouba, il est connu. Il y a 4-5 clubs qui s'entraînent là-dessus, dont le club, le grand club, le RCK, qui est en D2, qui joue la montée en D1. Et bah, ils doivent se partager le terrain en plusieurs morceaux, même pour faire les entraînements, même pour les seniors, les juniors, etc. d'accord, ouais. Donc, c'est compliqué. Ouais. Et c'est quoi le parcours classique, entre guillemets, d'un joueur professionnel en Algérie Alors, depuis ses débuts dans le foot? on va prendre par exemple l'exemple d'Oran qui est intéressant parce qu'à Oran, il y a beaucoup de clubs formateurs, on va dire. Oran, c'est une ville où il y a beaucoup de terrains, il y a pas mal de stades même par rapport à Alger. Bah, c'est pas non plus. Il y en a pas mal, il y en a suffisamment pour pouvoir que plus ou moins chaque club on va dire de quartier, plus ou moins connu de deuxième, troisième, quatrième niveau, ait son stade et ses infrastructures. Bah, à Oran, par exemple, il y a beaucoup de clubs comme l'USMO, l'ASMO, Mdioni, etc., qui forment des joueurs, qui font, voilà, il y a un travail qui est fait. C'est pas forcément un travail très poussé, mais voilà, il y a des joueurs qui jouent de petit à petit, et puis ils sont repérés. Et bien souvent, ils ne restent pas au rang, parce que bien souvent, les meilleurs, ils sont pris par d'autres clubs. Il y a des scouts, il y a des entraîneurs, notamment à l'époque, il y avait à l'USM Harrach, il y avait, comment il s'appelle, Bolem Sharef, qui était entraîneur. Il avait des scouts dans tout l'Ouest, notamment au Oran, qui lui repéraient les meilleurs jeunes et il les récupérait à 16-17 ans. Il les ramenait à Al-Harrach et il les faisait sortir. Mais maintenant, plein d'autres clubs, hein, l'USMA le fait, tu as même Sétif, tu as beaucoup de joueurs d'Oran qui partent partout ailleurs parce qu'ils sont repérés, parce qu'il y a justement ce football de base, on va dire, qui fait sortir ces jeunes dans les championnats U17, un peu comme ça, U19, on les repère. Belaïli, c'est la même chose. Boundia, c'est la même chose. Voilà, c'est des joueurs qui sont sortis un peu comme ça. Après, dans d'autres clubs, bah, je sais pas, on va dire à Sétif. Sétif, ils prennent beaucoup de joueurs aussi de la région, de Gigel, de, un peu autour. Bah, les meilleurs, ils arrivent, on va dire, le parcours type, ils arrivent vers 16-17 ans dans ces clubs-là, genre dans les grands clubs de première division. Et puis, ils commencent à émerger en jeunes. Et vers 19, 20, 21 ans, ils arrivent en équipe première. D'accord, très bien. Donc voilà, ça revient à une autre question que je m'étais notée. C'est justement, tu parlais des jeunes qui rejoignent, par exemple, qui partent de l'ouest vers l'est ou la capitale. Comment se passe l'hébergement de ces jeunes? Et déjà, est-ce que c'est un phénomène courant? Et comment se passe l'hébergement une fois arrivés dans le ville où ils n'ont pas de centre de formation proprement parlé? C'est un phénomène très courant maintenant, vraiment. C'est depuis 10 ans, c'est devenu vraiment. Voilà. Il y a une transhumance de jeunes joueurs. Et l'hébergement, c'est un vrai problème, hein. On va prendre l'exemple de Ahmed Khandoussi, le joueur de l'équipe nationale qui joue aujourd'hui en Égypte. Lui, il est de Rist, dans l'ouest, pas loin de Mascara. Il a été repéré, je crois, vers voilà, 16-17 ans par le MC El Elma, un club de la wilaya de Sétif. Et il m'avait raconté qu'à l'époque, il dormait dans un café. Il y avait un café, Ouais. et bah, le soir, il lui aménageait un matelas, une petite chambre, je sais pas comment ça. C'est comme ça qu'il était là-bas. Donc voilà, ce ne sont pas des conditions terribles. Après, il y a des clubs qui essaient d'avoir des infrastructures. À l'USMA, je sais qu'ils avaient à un moment des études d'hébergement. À un moment, le CRB, ils avaient loué un centre d'entraînement d'élite à Alger, dans l'ouest d'Alger, à Soudania.
Là, actuellement, leurs jeunes, ils étaient hébergés, si mes souvenirs sont bons, au stade de Nelson Mandela. Je crois qu'il y avait un petit peu d'hébergement. À Sétif, ils ont un hôtel. Le club, il a un hôtel à lui, dans l'ex-hôtel de France, à Sétif. Je sais qu'il servait un moment pour les jeunes. Je ne sais pas s'il le sert toujours. Mais pour le moment, c'est plutôt du bricolage. Alors, en dehors du Paradou, qui a vraiment de vraies installations, qui a Hmm. un vrai centre d'entraînement, un centre avec des hébergements pour les jeunes de l'académie. Pardon. Ils passent 5-6 ans où ils sont hébergés, éduqués, et à l'école et tout. Les autres, il n'y a rien. Là, maintenant, la seule nouveauté cette année, c'est le Mouloudia d'Alger qui a réceptionné son centre d'entraînement et de formation après. Parce qu'il y a toujours une confusion en Algérie quand on dit centre de formation. On a ça, on annonce ça comme ça. Alors, on parle en fait du lieu. C'est le lieu le lieu, on va dire, de l'infrastructure qu'on attend des clubs hein, actuellement. Donc voilà, il n'y a que deux clubs qui ont des infrastructures propres. Le Paradou, qui sert surtout à l'académie et un peu à l'équipe première, et le Mouloudia d'Alger qui a inauguré le premier vrai centre complet pour un club de niveau professionnel, même s'il n'y a que deux terrains. Un terrain synthétique et un terrain gazonné, ce qui est très très peu voilà, pour un club pro. Mais voilà, c'est un début, il y a des installations. Donc là, le Mouloudia, il pourra maintenant euh, héberger ces jeunes-là quand ils vont ramener des jeunes de 15, 16, 17 ans chez eux. Mais les autres clubs n'ont toujours pas ça. D'accord. Et est-ce que tu sais si, parce que même pour des jeunes qui sont de la ville et qui sont pas forcément d'une autre région, je te prends un exemple à Alger, s'il y a un jeune de Eindhoven qui joue au NED, c'est pas évident de se déplacer. Est-ce que tu sais s'il y a au moins des systèmes de transport qui sont Oui, mis en place ou pas? généralement, il y a ça, même si c'est pas toujours garanti. On Hmm. va prendre un exemple, Youssef Attal, que tout le monde connaît. Quand il était à la JSK, lui, il habitait à Borny, qui est peut-être une trentaine de kilomètres de Tizi Ouzou, là où se trouve la JSK. Et ben ce qui lui a fait quitter Tizi Ouzou pour aller au CRB à Alger, c'est que la JSK n'assurait pas son transport entre sa ville et Tizi Ouzou. Voilà, typiquement, ça pose problème, mais il y a une petite évolution ces dernières années parce que souvent, grâce au Paradou notamment, grâce au travail qui est fait par le Paradou, les clubs se rendent compte que c'est important maintenant de miser sur les jeunes et qu'il faut mettre les moyens. Et voilà, il faut suivre, hein, voilà, tout simplement. Moi, j'ai un autre souvenir personnel. Encore un autre joueur de la JSK, c'était Belkalem, qui a fait Hmm. la Coupe du Monde avec l'Algérie en 2014. Je me souviens de lui vers 2011, je pense, c'était en équipe d'Algérie Espoir. Il venait d'arriver en équipe première de la JSK. Et je me souviens à la sortie du stage à Alger, et ben, il n'y avait personne pour l'attendre pour rentrer à Tizi Ouzou. Et il a dû prendre un bus, etc. Donc voilà, ça, ce sont des choses voilà, qui te montrent que la prise en charge des jeunes, c'est comme on vient de loin. On vient vraiment de loin et heureusement, ça évolue. D'accord. Et est-ce que tu penses que le modèle du Paradou serait duplicable à d'autres clubs ou est-ce qu'il y a des adaptations à faire au cas par cas? Câble, oui, bien évidemment, vu qu'il y a les moyens aujourd'hui. Les clubs, on parle surtout des clubs qui sont pris en charge par des sociétés publiques aujourd'hui, l'USMA, le CRB, la JSK, Sétif, le Mouloudia d'Alger, l'USMA, enfin tous ces clubs-là, l'MC Oran, ils ont tous une grande société publique derrière eux. Et quand on regarde les dépenses qui ont été faites en mercato et en salaire de joueurs, avec des salaires qui atteignent jusqu'à les 50 000 euros pour certains joueurs, évidemment que c'est duplicable. Le coût d'une académie comme celle du Parado, ça ne dépasse pas les 150 000, 200 000 euros par an. Mhm. Donc c'est largement dans les moyens, mais ce sont des choix. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire des choix et il faut choisir. De travailler sur les jeunes. Donc, après, il faut choisir aussi le personnel. Il faut prendre les bonnes personnes qui sont capables de faire ce travail-là. Le Paradou s'est associé à Jean-Marc Guillou, aux structures de Jean-Marc Guillou. C'est ce qui lui a permis de mettre un pied dans la formation. Aujourd'hui, ils sont plutôt autonomes, mais est-ce que nos clubs en Algérie, ils ont les compétences en interne? Je ne suis pas certain qu'ils aient toutes les compétences en interne, même s'il ne faut pas négliger le travail qui peut être fait dans les clubs par des gens sincères, des anciens joueurs ou autres, ou des gens qui ont des diplômes. Mais on est obligé de prendre attache avec des gens qui ont fait ce travail-là ailleurs, dans des pays où, voilà, où la formation existe depuis 20, 30, 40 ans. D'accord.
Et pour revenir au club, on a des clubs qui étaient réputés auparavant pour leur formation et qui alimentaient les plus gros clubs. L'exemple du NED, de l'USMH, de l'ASMO, du RCK. C'est beaucoup moins le cas actuellement. Comment t'expliques cette régression de la formation dans ces clubs-là? Bah, déjà, quand on dit formation, il ne faut pas se tromper, hein. Mm, C'est pas des formations comme on le voit en Europe. C'était pas des académies. C'était des écoles de football. C'est-à-dire que c'est comme le club de votre quartier où il y a un ou deux entraînements par semaine. Sauf qu'il y avait un travail qui était fait un peu plus sérieusement que d'autres. En gros, il y avait une espèce de hiérarchie non officielle qui faisait qu'il y avait des clubs qui jouaient pour les résultats et d'autres qui jouaient pour former. En gros, il y avait à chaque fois des clubs qui étaient des réservoirs pour d'autres. À Alger, il y avait l'OMR qui était un peu réservoir pour le CRB. Il y avait le NED, même le NED avait son propre réservoir, l'IRHD. L'ASMO était un peu réservoir pour le MCO. Donc il y avait des clubs qui étaient réputés pour faire le travail avec les jeunes, de prendre les meilleurs jeunes et leur faire faire un travail de base, hein. C'est pas une formation. C'est pas comme on le dit aujourd'hui en centre de formation où tu rentres à 14 ans, tu es généralement interne et tu fais un ou deux entraînements par jour, ce qui te fait un volume horaire énorme. Non, le RCK, l'OMR et tout, c'est des jeunes qui arrivaient, qui faisaient deux entraînements par semaine, maximum trois. C'est-à-dire pas plus. C'est pas de la formation pure, mais il y avait un esprit dans les clubs qui faisait que ils étaient pas mus par les résultats, mais plus par voilà, faire émerger des jeunes. d'accord, très bien. Et donc, pour résumer, quels sont pour toi les éléments qui ralentissent le développement de la formation, on va dire? Ah, clairement, le fait que les clubs ne mettent pas les moyens sur les jeunes. Clairement, c'est-à-dire que il y a d'autres aspects dont on n'a pas parlé, hein. C'est-à-dire que on a parlé un petit peu du manque de formateurs. C'est-à-dire des gens qui sont formés pour former les jeunes. Ça, c'est un problème au niveau de la fédération. C'est voilà, c'est la fédération qui doit maintenant travailler. J'espère que le nouveau DTN qui est arrivé va travailler sur cet axe-là. C'est-à-dire faire des formations spécifiques pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on a fait récemment beaucoup de formations pour les préparateurs physiques, pour les spécialités, pour les gardiens, pour les analyses vidéo, etc. Mais il y a le spécifique jeune sur lequel il y a un vrai déficit. Et ensuite, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des gens qui sont formés à ça, il faut que les clubs les payent. C'est-à-dire que si tu es formé à ça, tu vas pas faire ça en bénévole. Il faut que En plus, ça coûte pas très cher, hein, au niveau... quand on compare en termes de salaire, si tu dois payer quelqu'un en salaire local ou un peu plus, ça coûte 40 000, 50 000 dinars par mois. C'est ridicule. Et on parle de 200 euros, hein. Quand on compare au salaire mis sur des joueurs qui peuvent atteindre les 20 000, 30 000 euros. C'est-à-dire que c'est rien. Il faut juste qu'il y ait ces personnes-là, qu'elles soient formées et que les clubs mettent les moyens. C'est-à-dire qu'ils mettent des médecins, ils mettent des soigneurs, ils mettent. Bon, il y a des bus qui sont à disposition, mais il faut vraiment tout qui soit autour des gens. Et voilà, un vrai travail de fond. C'est-à-dire que vraiment mettre l'argent sur les personnes, mettre le travail sur le scouting, mettre le travail sur la détection. Et mettre le travail surtout sur des programmes en continu, c'est-à-dire sur toute l'année, et faire progresser les gens, des vraies cellules de formation dans les clubs, avec un suivi d'année en année. Et c'est ça qui manque. Ça a été fait récemment, on va dire 5-6 ans, il y avait le NED, qui avait été repris par un homme assez riche, Oulzmirli, qui avait investi un peu voilà, dans les jeunes. Un peu, hein, vraiment un peu. C'est-à-dire qu'il avait juste payé des gens, payé des entraîneurs spécifiques aux jeunes, et ça a sorti des joueurs, hein. Il y a eu toute une génération qui est sortie de là, notamment Toga et Blade, etc. Donc voilà, il ne faut pas grand-chose, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, hein, c'est assez incroyable. On se dit, non, c'est pas possible. Des clubs professionnels qui payent ces salaires-là, ils n'ont pas au minimum, ils ne payent pas au minimum des entraîneurs de jeunes. Eh ben non, des entraîneurs de jeunes, vous avez en U19 des clubs dont les noms sont ronflants, mais qui n'ont pas, mettent pas en place un vrai staff payé, pérenne, etc. D'accord. Et est-ce que tu penses que des obligations, vu qu'il y a beaucoup, enfin, la quasi-totalité des clubs en première division est financée par des entreprises publiques, est-ce que tu penses que des obligations dans l'allocation du budget, est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution pour C'est évident. favoriser les investissements? C'est ce qu'on ne comprend pas. Mm.
Ok, il y a oui, c'est un peu compliqué. Il y a la Vox Populi, il y a les clubs, ils sont suivis par des milliers de supporters. Il y a de la pression sur les dirigeants qui veulent des résultats immédiats. Mais à un moment donné, c'est pas possible. Vu que c'est de l'argent public, que la fédération, actuellement le président de la fédération est aussi ministre des Sports. Donc depuis le début de l'année, il fait des rodomontades en disant voilà, on va imposer au club une limite, un cap salarial pour pas mettre trop d'argent sur des joueurs moyens. On va faire attention, on va les forcer à lancer leurs académies et leurs centres de formation. Mais malheureusement, on est en avril et ce ne sont que des paroles pour le moment. C'est-à-dire qu'ils Ouais. n'arrivent pas à imposer et c'est ça qui est grave. Ils n'arrivent pas à imposer ça alors que ça devrait être la première chose qui devrait être faite. D'accord. Et concernant la formation des éducateurs et des entraîneurs, comment ça se passe exactement la formation, quels sont Alors, les diplômes et où ça se passe et comment ça se passe? il y a différents diplômes. Il y a des diplômes fédéraux qui sont faits bah, au niveau de la fédération. Bon, il y a le plus haut niveau, on va dire, qui est fait en coordination avec la CAF. C'est les équivalents du FA Pro, UFA, etc. C'est CAF A, CAF B, CAF C, CAF Pro. CAF Pro, c'est récent. Et après, pour les autres, il y a différents centres, notamment à Eibnienne, tu parlais tout à l'heure, qui font ça pour des milliers d'entraîneurs qui passent des diplômes d'éducateurs. C'est un peu comme le BEF en France, etc. Voilà, c'est un peu le même niveau, sauf que peut-être que je sais pas, en qualité didactique, c'est peut-être moins poussé, peut-être ils ont moins de l'occasion de faire des stages, moins l'occasion de travailler avec les moyens dans des petits clubs de quartier, mais c'est fait. Et puis bon, moi j'en connais pas mal qui ont cette volonté, mais qui se trouvent un peu bridés, qui trouvent. Puis il y avait une politique un petit peu malsaine il y a quelque temps, c'est il y avait une priorité qui avait été donnée aux anciens internationaux. Ok, tu es un ancien international, tu as une expérience. Mais de là à te faire passer des diplômes en quelques semaines, tu passes devant des gens qui font ça pendant 2 ans, pour quel résultat? C'est ça le problème, c'est qu'on a voulu donner la priorité aux anciens internationaux parce qu'ils parlent beaucoup dans les plateaux et ils réclament justement d'être employés, de travailler, mais au bout du compte, pour quelle qualité, tu vois? C'est ça la vraie question, c'est quoi qu'est-ce qu'on en tire de ça? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait de carrière de footballeur. On le voit aujourd'hui en Europe, hein. Des entraîneurs de première division dans les principaux clubs européens qui n'ont pas fait du tout de carrière de footballeur et qui sont de grands entraîneurs, hein, qui commencent très jeunes. Donc voilà, donc chez nous, on a encore ce problème-là d'imaginer qu'on peut lancer un jeune diplômé qui a potassé, qui a travaillé, qui a des idées. Et même en football de jeunes, ben, c'est compliqué à avoir ça, malheureusement. Et est-ce que tu penses que l'apport d'entraîneurs algériens issus de la diaspora pourrait être bénéfique? Ça te pense? Oui, mais encore une fois, on revient au même problème. Est-ce qu'ils accepteraient de ne pas être payés en travaillant en amateur? Voilà, c'est ça. Il y en a quelques-uns qui font, hein. Il y a comment ça s'appelle, Mehdi Qassem qui a fait une carrière à Amiens et tout, qui a fini au Mouloudia d'Alger et tout. Là, il prend des clubs. On a à Alger, à nous Marine Benyène, on parle beaucoup d'Ain Benyène aujourd'hui. Le club d'Ain Benyène l'avait pris notamment en main. Il y en a quelques-uns qui essayent de faire ça. Mais voilà, c'est compliqué. Il y en a qui veulent aussi arriver directement à avoir un club pro, qui font. Voilà. Et puis voilà, c'est compliqué. Faut s'adapter, il faut être capable de s'adapter. Tu arrives dans un pays, certes, c'est le pays de tes parents, mais tu n'as pas grandi là-dedans, tu connais pas forcément le fonctionnement de tout ça, bah, tu dois t'adapter. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Tu disais tout à l'heure les entraînements, parfois tu arrives. Je me rappelle à Béjaïa, tu as un seul stade par exemple. À Béjaïa, tu as deux clubs, un seul stade. Tu arrives, bah, tu trouves le créneau est déjà pris. Enfin, quand tu viens d'Europe, tu n'as pas ça dans ta tête. Toi, Ouais, tu as ton programme de la semaine, tu arrives, et ben, tu dois t'adapter à ça. Tu dois t'y faire. Tu as les problèmes de salaire. T'as pendant longtemps des joueurs qui ne s'est pas payés, qui faisaient grève. Toi-même, tu n'étais pas payé, ton staff. Donc, il faut être capable de gérer tout ça. Et faut que c'est pareil pour les joueurs qui arrivent en Algérie en venant d'Europe. Là, on voit le taux d'échec est énorme. Le ouais. taux d'échec est énorme parce que justement ils ont eu du mal à s'adapter à ce football pas tout à fait professionnel. Voilà. D'accord, très bien. Et pour passer maintenant au football amateur en senior,
Est-ce que, bah, déjà, tu peux nous expliquer la structure des championnats, et leur gestion? Alors, comme je l'ai dit, maintenant, la D2 est amateur depuis Mm. 3 4 ans, alors que pendant presque une quinzaine d'années, non, peut-être une dizaine d'années, ils étaient passés pro, officiellement. Là, actuellement, la D2, il y a deux groupes de 16 et il y a une équipe par groupe qui monte en première division. C'est pour ça qu'il y a une grosse lutte. Mais concrètement, c'est pas amateur, concrètement. Il n'y a pas de contrat professionnel, mais c'est pas amateur. Après, on descend en troisième division, qu'on appelle l'interrégion. Et là, cette saison, je crois qu'on est à 4 groupes, non, plus, parce Six qu'on a groupes, je créé des crois. groupes. Voilà, parce qu'en fait, vu que l'Algérie est la taille du continent, il y a eu pendant très longtemps un problème avec les clubs du Sud, du Grand Sud. C'est que les distances étaient tellement énormes que c'était compliqué pour eux d'être dans des groupes où il fallait jouer contre des clubs d'Oran, d'Alger ou de Constantine. Donc, à l'époque, c'était l'époque de Khaled Nzetchi qui était président de la fédération. On a créé deux groupes, sud-ouest et sud-est, en troisième division, qui a permis de faire émerger beaucoup de clubs, notamment voilà, de Bchar, d'Adrar, etc., qui arrivent à monter, à être compétitifs. Donc voilà, donc on a en troisième division et 6 groupes, euh, 4, 4 dans le nord, centre-est, centre-ouest, ouest-est, sud-ouest, sud-est. Voilà. Et donc il y en a je crois qu'il y en a un par groupe qui monte en deuxième division. Ensuite, on descend en quatrième division, on a directement ce qu'on appelle les championnats régionaux. En Algérie, il y a 9 régions de football. Et donc, dans chaque région, il y a 2 divisions, régionale 1, régionale 2. Et après, on descend au niveau départemental. Il y a 58 wilayas aujourd'hui. Moi, il y en avait 48, il y en a 58. Donc, il y a eu la création de 10 nouvelles ligues de wilayas, donc départementales, parce qu'il y a eu 10 départements nouveaux depuis 2 3 ans. Donc voilà, c'est comme ça, la structure. D'accord, très Ça bien. ressemble pas mal à la France, hein, c'est pas Oui, trop oui, c'est différent. vrai, c'est pratiquement les mêmes, juste avec un peu moins de division Exactement. pour chaque palier. Ouais. Et est-ce qu'il y a des passerelles justement pour les joueurs qui explosent dans ces championnats-là? Est-ce que ça se fait souvent de passer d'un club amateur à un club, bon, auparavant de Ligue 2 ou Ligue 1? Oui, oui, oui. Il y a pas mal de joueurs qui sont de troisième palier qui arrivent parce qu'ils font un exploit en coupe ou parce que ils ont été repérés, qui arrivent, ouais, ils arrivent dans des clubs de deuxième, première division. Même si première division, c'est un peu fermé. Mais oui, oui, il y en a pas mal. Comme je l'ai dit, bah, on revient au même, hein, vu qu'il n'y a pas de formation de base, il n'y a pas de centre de formation, il n'y a pas de gros contingent de joueurs qui passent par un circuit classique de formation. Eh ben, beaucoup de joueurs émergent doucement, bah, comme tu vas voir en France des joueurs qui sont passés par la R1 et qui finissent en national à 30 ans. Eh ben, nous, pareil, on a des joueurs qui commencent en bas et qui arrivent à 28, 27, 29 ans, ils arrivent en deuxième ou en première division. D'accord, très bien. Et concernant le style de jeu et le niveau de jeu, qu'est-ce que tu peux dire pour les championnats seniors? Écoute, c'est technique, hein, tout le monde le sait, c'est technique, mais après, au niveau tactiquement, en première division, ça a beaucoup évolué, pour parler de la première division. Euh, En amateur, en D2, ça va parce qu'il y a comme, pour revenir aux passerelles, il y a des passerelles en première et deuxième division. Donc tactiquement, ça a beaucoup évolué par rapport à il y a 10 ans. Mais après, c'est au niveau du rythme et de l'intensité où là, c'est quand même beaucoup, 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 beaucoup. On est beaucoup plus loin par rapport à l'Europe. Ça manque beaucoup de rythme dans les matchs, notamment en amateur, où voilà, tu peux tomber sur des équipes où ils marquent un but raccro et puis ils vont simuler pendant 90 minutes, ils vont perdre du temps, faire perdre du temps. Et t'as pas forcément d'équipe en face suffisamment rodée pour jouer les contre-attaques ou jouer vite. Donc c'est un football un peu plan-plan, technique, mais c'est pas forcément très intense. Alors, maintenant, on va passer aux sélections nationales de jeunes. Donc, bon, je pense qu'on remarque tous qu'il y a un gros manque de continuité et d'organisation. Est-ce que tu penses que les nouvelles arrivées qu'il y a eu, donc en tant que, enfin, il y a eu un des nouveaux DTN et un nouveau sélectionneur U20, est-ce que tu penses que c'est un premier pas vers une structuration? C'est le nombre de DTN que j'ai vu passer avec des projets, etc. Euh, bon,
l'avantage du nouveau DTN, c'est que contrairement à ceux qui sont passés avant, il a été DTN de la Ligue Île-de-France, qui est la plus grande ligue de France. Donc on se dit quand même, il a eu affaire à des clubs qui connaissent ce que c'est la formation. On se dit c'est costaud. Donc on espère. Bah, pour le moment, on ne connaît pas son projet parce qu'il a pas encore il s'est pas encore exprimé. Il est arrivé le 1er février. Moi, je te dis, les besoins, c'est surtout par rapport à la formation des formateurs. Et après, le reste, c'est pas à sa main, hein. C'est-à-dire obliger les clubs à travailler, à vraiment travailler sur les jeunes, c'est pas à sa main. C'est à la fédération de l'imposer, c'est au ministère des Sports, etc. Donc, qu'est-ce qu'il peut apporter? Aucune idée. Après, pour les U20, Razik Neder, bah, on a enfin un profil d'entraîneur qui a travaillé avec les jeunes, qui a un palmarès, Gambardella avec Saint-Étienne. Donc on se dit, c'est intéressant, sauf que ça dépend pourquoi et pour quel temps. C'est-à-dire que là, il va avoir déjà un tournoi UNAF à préparer pour juin. Donc déjà, on va l'attendre au tournoi au niveau résultat, alors qu'il vient d'arriver. Il faut travailler dans le temps, tu vois. Tu arrives en U20, l'idéal, c'est de travailler sur des générations. Tu commences en U15, U17, U19, tu travailles voilà, sur 10 ans, comme en France. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc là, il va devoir travailler sur la CAN, la prochaine CAN de la catégorie U20. Bah, il va falloir voilà. Là, il commence déjà à regarder les matchs. Il voit les principales équipes. Il a commencé à Alger. Il va se déplacer sans doute. Il veut dégager une quinzaine de joueurs locaux auxquels il va rajouter des joueurs algériens qui évoluent ailleurs, notamment en France, voilà, qui ont aujourd'hui 18 ans, pour faire une équipe compétitive. Donc voilà. Donc lui, il est tenu par les résultats. Donc il va peut-être pouvoir aider ces joueurs qui jouent en Algérie, qui ont 18 ans, mais dans des stages courts en sélection, on va pas faire de miracle non plus. Ah, bien sûr. Et justement, pour toi, quel rôle elle doit avoir ces sélections de jeunes? Moi, je comprends qu'on puisse vouloir des résultats, enfin, au moins, ou au minimum, pas de résultats, au minimum des qualifications dans les compétitions. Alors, on ne va pas demander aux jeunes de gagner une CAN, mais au moins de participer régulièrement à ces compétitions. Or, le problème, c'est ça, c'est qu'on ne participe pas, on participe pas suffisamment aux compétitions CAN U19, U17, U20, U23, malheureusement. Il n'y a même pas de sélection U23 d'ailleurs. Donc, l'idéal, c'est de sortir des joueurs. L'idéal, voilà, t'as des clubs qui forment, t'as des joueurs qui sortent. T'as peut-être la fédération, son rôle, c'est de créer des groupes un peu élites, de prendre les meilleurs, les regrouper, en faire une sélection et éventuellement faire des résultats. Mais comme tu n'as pas la base, donc tu espères des résultats. Donc, franchement, vu le fait qu'il n'y a pas de championnat de jeunes élites, etc., la sélection, ça permet de mettre un peu le focus sur certains joueurs. Voilà, certains joueurs un peu qui sortent du lot, ils peuvent se faire remarquer en sélection, mais c'est tout. D'accord, ça marche. Ok. Alors, j'ai un collègue du MAC de l'éducateur, Rafik, qui a posé quelques questions. Donc, il dit que on se plaint souvent du manque de liberté et de créativité dans le football contemporain. En Algérie, le football de rue occupe une place importante. Pourquoi les clubs ne capitalisent pas plus sur ces spécificités pour en faire un avantage concurrentiel? Bah, faudrait avoir cette vision déjà. Malheureusement, il y a pas de vision. Et encore, le football de rue, bah, il s'en raréfie de plus en plus, hein. C'est plus ce que c'était le foot de rue, même si ça reste quand même pas mal. Mais c'est plus. Avant, c'était vraiment au foot de rue sur goudron. Maintenant, de plus en plus, c'est sur les mini-stades, les petits stades, des 5 ou des 6 contre 6, 7 contre 7. Euh, donc il reste quand même cette touche, bien sûr, de, de football de petits espaces, etc. On a quelques joueurs qui sont un peu dans ce style-là. Ils ne sont pas forcément bridés, hein, contrairement au football européen. Ils ne sont pas bridés dans les clubs. On ne leur dit pas arrête de dribbler, arrête de faire ceci, même si tactiquement on est de plus en plus strict.
Mais je pense que ces joueurs-là, ils n'ont pas de circuit en fait. Il y a pas, ils sont pas pris. En France, beaucoup de joueurs, ils passent par le futsal. Beaucoup de joueurs très techniques, les Ben Yedder, etc. Ils passent par le futsal, ils sont payés par le futsal et voilà. Nous, ils ont lancé le futsal en Algérie, mais c'est plus c'est plus des joueurs de 11 qui descendent au futsal parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu que qu'autre chose, malheureusement. Et donc, voilà, il n'y a pas de prise en charge de ce type de footballeur, ou alors vraiment très très à la marge. D'accord. Ensuite, il nous dit, le sport est souvent un levier de rayonnement international. On peut citer les projets pharaoniques du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Est-ce que tu penses que l'Algérie peut investir massivement dans le sport, et plus particulièrement le football, pour structurer le championnat national, favoriser l'émergence de talents, à l'instar des investissements du Maroc ces dernières années? Ouais, c'est bien de parler de Qatar, d'Arabie Saoudite, mais il faut regarder de plus près, hein. Le Rwanda ou même la RDC, hein. Le RDC, ils ont une politique, là, ils sont en train de mettre en place. Ils veulent utiliser le sport comme levier de soft power. Tu as parlé du Maroc, oui. Au Maroc, il y a un vrai travail qui est fait depuis quelques années avec des clubs qui sont structurés, des académies. On a les moyens de faire ça. Mais après, encore une fois, il faut les bonnes personnes. Comme je t'ai dit, on l'a dit en cours d'interview, les clubs, ils ont les moyens aujourd'hui, il y a des sociétés nationales derrière, mais ils font toujours pas ce travail de jeunes, et on n'arrive pas à leur imposer de faire ce travail chez les jeunes. Et on est encore dans la quête de résultats immédiats. Regarde l'exemple du Mouloudia d'Alger. Mouloudia d'Alger, ils ont gagné enfin un titre de champion après un nombre d'années incalculable, depuis 2010, je pense. Ouais. Et directement, leur ambition cette année, c'était de gagner la Ligue des Champions, arriver en finale. On grille les étapes. On a vu le CRB qui a été champion 4 fois de suite, qui s'est cassé les dents chaque année au niveau des quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est qu'il y a un gap. Il y a un gap, il faut faire un travail, il faut vraiment faire un travail sérieux. Au CRB, le problème, c'était un changement d'entraîneur tous les ans. Au Moulin d'Alger, bah, il y avait Baumel qui était resté presque 2 ans. Ils ont réussi à gagner un titre avec. Puis bon, voilà, il y a une grosse pression, donc il est parti, ils ont changé. Mais voilà, tu tombes contre Orlando Pirates. C'est pas même le Dead Sundowns, hein, c'est quand même un peu un degré moindre, mais c'est un club structuré. Tu joues contre une équipe structurée qui travaille sur le long terme, et donc forcément il y a une limite. On a vu dans le match, on avait un problème au niveau. Voilà, ça manquait de meneurs de jeu, de circuits de passe. Il y avait une volonté d'offensive, il y a des joueurs qui ont des qualités techniques, mais tu voyais ce match-là, Mouloudia contre Orlando Pirates en quart de finale. Tu disais, ça pouvait durer 230 minutes. On n'aurait jamais marqué, on n'aurait jamais été vraiment dangereux parce que justement, ça manque de fond de jeu. Alors qu'en face, tu avais une équipe de Orlando Pirates qui avait choisi de rester derrière. Les deux matchs, hein, ils restent derrière, tranquille. Ils attendent la petite faille et ils marquent le but parce qu'ils sont très forts en contre. C'est-à-dire, ils sont très à l'aise, très, tu vois, il y a un travail de plusieurs années qui donne ses fruits pour que ce club arrive en demi-finale. Chez nous, malheureusement, il n'y a pas cette stabilité, il n'y a pas ce travail à long terme, ou même à moyen terme. On ne travaille même pas à long terme, au moins à moyen terme. C'est-à-dire, on travaille sur un petit cycle de 3 à 4 ans au minimum, garder les mêmes entraîneurs, le même groupe, et évaluer le travail, évaluer les erreurs qui ont été faites. C'est ça qui fait qu'on n'a pas on n'a pas les résultats parce qu'on les veut immédiatement. D'accord. Et enfin, il nous dit, des partenariats avec des clubs européens avec l'essor de la multipropriété est-il pourtant un levier crédible de développement? Non, premièrement, c'est très compliqué pour des raisons économiques. En Algérie, la convertibilité du dinar, enfin, il y a pas plein de choses qui font que c'est compliqué pour pour un étranger d'acheter un club en Algérie. Euh, il y a eu des tentatives un peu vraiment, vraiment. Il y avait un moment à Médéa, mais c'était pas très sérieux. C'était quelqu'un qui voulait ça. En termes de partenariat. Oui, là, on a parlé récemment, je crois que le Mouloudia d'Alger vient de signer un partenaire avec un club anglais, j'ai oublié lequel, un partenariat de travail. Au CRB, à un moment, il y avait quelqu'un qui était chargé du développement, qui s'appelait Amin Sbea, qui a essayé de faire du travail. Ils ont pris des contacts avec Hambourg, avec des clubs un peu comme ça, juste pour faire vraiment un travail de base. Hein, on ne parle pas de multipropriété ou de partenariat de type
de ce type-là, mais juste des partenariats de base pour travailler, des échanges et tout. Même ça, on est vraiment au balbutiement de ça. D'accord, très bien. Ok, Mehdi, bah franchement, merci beaucoup déjà de nous avoir accordé cette interview. Je pense que ça a donné pas mal de renseignements à notre public. Donc, on te remercie déjà. Bah, c'est un plaisir, hein. C'est toujours intéressant de parler avec des gens qui connaissent le foot et qui s'intéressent à ce genre de détails. Ça marche. Donc, bah, l'interview sortira prochainement et merci à toi encore une fois. Merci Yanis.